plaît. Pour l'ensemble, garde à vous. Prêt pour les couleurs? Envoyez. Repos. Dépôt de gerbes et de lumignon au révérend Père Bunel. Coucou Sarah. Kasi pun mo din yan. Avec le drone, c'est ça? Dépôt de gerbes au monument aux morts. Aux morts. Lecture de 4 textes sur la libération. Vive la France, libre, républicaine et sociale. Voici le libre journal d'une libre province. Il naît dans les douleurs sous le double signe de la libération et de la victoire. C'est pourquoi la première lettre du premier article est le V symbolique. La Croix de Lorraine est victorieuse avec l'aide des Alliés. Elle vient de nous délivrer de 4 ans d'occupation et de honte. Et bientôt, par la victoire totale, triomphera de la croix gammée d'Hitler. Nul journal n'aura, autant que celui-ci était désiré, espéré, souhaité, attendu, voulu par les Normands. Il a pris pour titre le nom même de notre vieille, glorieuse et indomptable province par laquelle a commencé la libération de la patrie. Et ce titre choisi, dès 1940, après Montoire, évoque depuis lors le dessin des côtes de chez nous où abordèrent le 6 juin 1944 les bateaux, les engins et les soldats de la Grande Délivrance. Ce journal sera digne de la Normandie et des Normands, surtout de ceux de la Résistance, décidés à mener le combat en accord avec les organisations civiles et militaires et à réaliser un front national dans la guerre et dans la paix. Normandie, journal de chez nous, parle français.
Ce sera sa règle première, inscrite au grand jour de sa manchette, comme sur le pavillon amiral d'un drakkar, de haut bord et d'une province maritime. Le programme de Normandie, très complet en 6 mots, longuement médité pendant l'occupation par celui qui, ayant vécu près de 10 ans sous la botte allemande, a l'honneur de le créer et de le diriger. La politique du journal des Français de Normandie est France, République, Socialité. Sa mystique, ordre, justice, liberté. C'est suivant les 3 mots qui règlent sa politique et en s'inspirant du trinôme de sa mystique que Normandie convie tous les Français au vaste rassemblement national voulu, dans l'honneur et pour la patrie par le chef des Français libres, De Gaulle. Journal de journalistes français et nom de propagande à la solde de quiconque, surtout point de l'étranger. Normandie veut être pour les Normands un agent de liaison pariant crânement l'uniforme des citoyens soldats de la nation et arborant avec fierté la cocarde de 1789. Si, de par son rôle même, ce quotidien est l'organe de transmission au public des décisions d'une administration soucieuse au public, des décisions d'une administration, il sera aussi, auprès des pouvoirs publics, le ferme interprète des volontés et des désirs d'un public, plus exactement d'un peuple jaloux de justice et de liberté. Car, pour nous, dans une France républicaine et sociale, l'ordre ne se conçoit point sans justice et sans liberté. Vive la France, libre, républicaine et sociale, et vive Normandie! Heure inoubliable. 4 années que nous attendions ce jour-là. Ce fut d'abord une rumeur qui parcourut la ville. Les Canadiens sont à Beausecours, puis ils sont à Saint-Paul. Aux premières heures de l'après-midi, les groupes d'agents commençaient à arrêter les quelques amants demeurés dans la ville, à la recherche de butin ou de la captivité. 15h45, devant l'hôtel de ville, la foule se masse, sentant qu'il va se passer quelque chose. Moins 10. Les 3 couleurs de France sont hissées au sommet de l'édifice, tandis que crépitent les bravos et qu'éclate la Marseillaise. Des faubourgs populeux au quartier bourgeois, la nouvelle court comme une traînée de poudre et déjà de nombreuses maisons sont pavoisées lorsque les chars et autos alliés apparaissent. Heure inoubliable d'une émotion poignante. Drapeaux français et alliés, rubans tricolores, cocardes sortent de leur cachette. La joie brille dans les regards. Pour la première fois, les FFL peuvent se battre à visage découvert. Leur groupe de combat sillonne la ville à la recherche des derniers nids de résistance allemands, tandis que les policiers, membres de la résistance, s'assurent de la personne des traîtres et des suspects. Pendant des heures et des heures, une foule sans cesse accrue envahit la place de l'hôtel de ville où passent, par petits groupes, les motorisés canadiens, acclamés chaque fois, fleurs, cigarettes, entente cordiale, jusqu'à l'heure du couvre-feu, car le couvre-feu subsiste. La guerre continue. Liberté. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages vues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les champs sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux, sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux,
sur la montagne des menthes, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes réseaux réunis, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attendries, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur les risques disparus, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer Liberté. De Paul Éluard. Jamais nous n'avons été plus libres que sous l'occupation allemande. Nous avions perdu tous nos droits, et d'abord celui de parler. On nous insultait en face chaque jour, et il fallait nous taire. On nous déportait en masse, comme travailleurs, comme juifs, comme prisonniers politiques. Partout sur les murs, dans les journaux, sur les écrans, nous retrouvions cet immonde visage que nos oppresseurs voulaient nous donner de nous-mêmes. À cause de tout cela, nous étions libres. Puisque le venin nazi se glissait jusque dans notre pensée, chaque pensée juste était une conquête. Puisqu'une police toute puissante cherchait à nous contraindre au silence, chaque parole devenait précieuse, comme une déclaration de principe. Puisque nous étions traqués, chacun de nos gestes avait le poids d'un engagement. Les circonstances souvent atroces de notre combat nous mettaient enfin à même de vivre, sans phare et sans voile, cette situation déchirée, insoutenable, qu'on appelle la condition humaine. L'exil, la captivité, la mort surtout, que l'on masque habilement dans les époques heureuses. Nous en faisions les objets perpétuels de nos soucis. Nous apprenions que ce ne sont pas des accidents évitables, ni même des menaces constantes, mais extérieures. Il fallait y voir notre lot, notre destin, la source profonde de notre réalité d'homme. À chaque seconde, nous vivions dans sa plénitude le sens de cette petite phrase banale « Tous les hommes sont mortels ». Et le choix que chacun faisait de lui-même était authentique, puisque faisait en présence de la mort, puisqu'il aurait toujours pu s'exprimer sous la forme « plutôt la mort que ». Et je ne parle pas ici de cette élite que furent les vrais résistants, mais de tous les Français qui, à toute l'heure du jour et de la nuit, pendant 4 ans, ont dit « non ». La cruauté même de l'ennemi nous poussait jusqu'aux extrémités de notre condition, en nous contraignant à nous poser ces questions qu'on élude dans la paix. Tous ceux d'entre nous, et quel Français ne fut pas une fois ou l'autre dans ce cas, qui connaissait quelques détails intéressants de la résistance, se demandait avec angoisse : si on me torture, tiendrai-je le coup ? Ainsi, la question même de la liberté était posée. Et nous étions au bord de la connaissance la plus profonde que l'homme peut avoir de lui-même. Car le secret d'un homme, ce n'est pas ce complexe d'Oedipe ou d'infériorité. C'est la limite même de sa liberté. C'est son pouvoir de résistance au supplice et à la mort. À ceux qui eurent une activité clandestine, les circonstances de leur lutte apportaient une expérience nouvelle. Ils ne combattaient pas au grand jour comme des soldats, traqués dans la solitude, arrêtés dans la solitude. C'est dans le délaissement,
dans le dénuement le plus complet, qu'il résistait aux tortures. Seul et nu devant des bourreaux bien rasés, bien nourris, bien vêtus, qui se moquaient de leur chair misérable, et à qui une conscience satisfaite, une puissance sociale démesurée, donnait toutes les apparences d'avoir raison. Pourtant, au plus profond de cette solitude, c'étaient les autres, tous les camarades de résistance qu'il défendait. Un seul mot suffisait pour provoquer 10 sans arrestation. Cette responsabilité totale dans la solitude totale, n'est-ce pas le dévoilement même de notre liberté? Ce délaissement, cette solitude, ce risque énorme étaient les mêmes pour tous, pour les chefs et pour les hommes, pour ceux qui portaient des messages dont ils ignoraient le contenu, comme pour ceux qui décidaient de toute la résistance. Une sanction unique, l'emprisonnement, la déportation, la mort. Il n'est pas d'armée au monde où l'on trouve pareille égalité de risque pour le soldat et le généralissime. Et c'est pourquoi la résistance fut une démocratie véritable. Pour le soldat comme pour le chef. Même danger, même responsabilité, même absolue liberté dans la discipline. Ainsi, dans l'ombre et dans le sang, la plus forte des républiques s'est constituée. Chacun de ses citoyens savait qu'il se devait à tous et qu'il ne pouvait compter que sur lui-même. Chacun d'eux réalisait, dans le délaissement le plus total, son rôle historique. Chacun d'eux, contre les oppresseurs, entreprenait d'être lui-même, irrémédiablement, et en se choisissant lui-même dans sa liberté, choisissait la liberté de tous. Cette République sans institutions, sans armée, sans police, il fallait que chaque Français la conquiert et l'affirme à chaque instant contre le nazisme. Nous voici à présent au bord d'une autre République. Ne peut-on souhaiter qu'elle conserve au grand jour les austères vertus de la République, du silence et de la nuit. C'était un extrait de La République du silence, publié dans les Lettres françaises le 9 septembre 1944, dont l'auteur est Jean-Paul Sartre. Allocution de M. Christophe Bouillon, maire de Barentin. Madame la conseillère départementale, chère Pierrette, Mesdames, Messieurs les élus, les membres du conseil municipal jeunes, les présidents de l'association d'anciens combattants de Barentin, porte-drapeau, Madame la directrice de l'ONAC, qui nous fait l'honneur de sa présence, Messieurs les représentants de la gendarmerie nationale, représentants des sapeurs-pompiers de Barentin, représentants de la sécurité civile, saluer également l'harmonie municipale qui nous fait l'honneur de sa présence et qui permet de réauler nos manifestations patriotiques et nos commémorations. Saluer également les 4 orateurs qui viennent de se succéder ici même à la tribune et qui nous ont lu magistralement de très beaux textes qui nous rappellent le contexte de cette époque et qui nous disent, à travers leur évolution, leur talent, à travers un verbe haut, ce que représentait pour beaucoup la libération. Nous sommes ici en effet réunis, nombreux, pour nous souvenir de la libération de Barentin, nous souvenir aussi de ceux et celles à qui nous devons cette libération, alliés ou résistants. Barentin s'est libérée officiellement le 31 août 1944. Mais elle a connu, durant la période de guerre, beaucoup d'exactions, de privations. Elle a été l'objet de nombre de bombardements, de par sa situation géographique particulière, de par le fait
qu'il y avait ici le viaduc et qu'il y avait aussi un lien ferroviaire stratégique pour à la fois l'occupant mais aussi pour les alliés. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé à partir du début juillet 1944. Dès le 8 juillet, il y a eu un bombardement allié conséquent. Plus de 20 avions se sont concentrés, ici même sur Barentin, pour bombarder la rue Jean Jaurès, la rue Jules Ferry, l'usine de Rennes. Et même une bombe de 2 tonnes a impacté l'usine Gaillard, créant un entonnoir de près de 11 mètres. Et puis, le 31 juillet, à nouveau, les forces alliées, la Royal Air Force notamment, s'est concentrée à nouveau sur Barentin, en prenant à l'artillerie au point de défense dit du four à chaud. Et puis à nouveau, c'était cette fois-ci le 15 août 1944, d'autres bombardements ont suivi. L'artillerie de protection, le poste de protection du viaduc a été largement mitraillé, occasionnant quelques dégâts. Mais il fallut s'y reprendre à plusieurs reprises. Et à nouveau le 8 août, nous avons connu ici même des épisodes de bombardement, toujours avec pour objectif le fameux viaduc. Et il a fallu que le 15 août 1944, qu'à nouveau, l'action des forces alliées finisse par venir à bout du poste de protection, poste d'artillerie du viaduc. Et même une bombe entame le viaduc, le perce en quelque sorte, sans pour autant encore le mettre à bas. Il a fallu attendre le 25 août 1944, alors que le viaduc n'était plus protégé en quelque sorte par les Allemands, alors que les Allemands avaient abandonné le site, que les hommes du génie allemand ont pris la décision, grâce à des explosifs, de faire tomber le viaduc et occasionnant sur les 8 arches des dégâts avec un percement de plus de 180 mètres qui finit par achever quasiment l'ouvrage. Et c'est donc cette intensité des combats qui traduisait aussi le fait que depuis le 6 juin 1944, l'armée alliée, les forces alliées, avec le soutien des FFI notamment et d'autres résistants, gagnaient du terrain pour libérer l'ensemble de notre territoire. Mais 6 juin, 31 août, ce temps long, ce temps est le marqueur de combats difficiles, de difficultés pour percer les lignes allemandes. De cette difficulté finalement de pouvoir mener le combat plus activement avec cet objectif qu'avait en tête l'ensemble des combattants, qui était d'aller jusqu'à Berlin pour la reddition totale. Mais bien évidemment, vous l'imaginez, le 31 août 1944, au moment de la libération, il y avait sur le visage des habitants de notre ville des sourires, la joie, mais aussi des larmes. Des larmes qui traduisaient un sentiment mêlé. Celui, bien évidemment, de se voir libéré du joug nazi, mais en même temps, sans doute, le souvenir immédiat, en quelque sorte, des privations, des exactions. Cela a été bien traduit à travers les messages qui viennent d'être lus, car il y a eu de la souffrance. Il y a eu dans des familles des membres qui ont disparu. Il y avait encore des prisonniers. Il y avait encore des femmes et des hommes en état d'arrestation. Souvenons-nous, comme nous le faisons ici à Barentin depuis toujours, lorsque nous fleurissons la tombe, enfin la stèle de l'abbé Bunel, Père Jacques, nous rendons hommage à un homme qui, n'écoutant que son courage, à qui nous devons d'ailleurs ici, et je les salue, l'existence scout de Barentin, a voulu sauver des juifs, des enfants juifs. Ce qu'il a fait, et pour ce qu'il a fait, il a été emprisonné. Mais souvenons-nous aussi d'André-Marie, qui en 1943 fut arrêté comme résistant et qui, pendant 16 mois,
resta interné à Buchenwald et qui, lorsque Buchenwald fut libéré, en avril 1945, eut pour premier geste que de vouloir revenir coûte que coûte, ici même à Barentin. Et que son premier contact, son premier appel avec Barentin était de prendre des nouvelles de notre ville. Et il en fut à partir de ce moment le maire jusqu'en 1974. Il y a à travers l'évocation de ces deux personnalités l'idée que l'esprit de résistance régnait aussi autour de personnalités dont le parcours était déjà fort avancé. Mais il y a deux faits que je note à l'évocation souvent, que l'on rappelle d'actes de résistance. On le fait souvent ici même, du côté de Bouville, de Saint-Père, de Pavilly, de Barentin, du Tray, de Duclerc et d'ailleurs. J'étais d'ailleurs ce matin avec Pierrette Canu au Tray, où on nous a évoqué le parcours de deux résistants. Même hier à Duclerc, on évoquait ces exploits extraordinaires d'un jeune résistant, Sven Everson, qui était d'origine norvégienne et implanté depuis plusieurs générations ici même à Duclerc. Ce qui me marque, c'est l'âge de ces résistants. Et d'ailleurs, quand on rend hommage à Guy Môquet et à beaucoup d'autres, on l'a fait encore récemment pour la panthéonisation des héros en quelque sorte de l'affiche rouge, c'est l'âge, 16 ans, 15 ans, 17 ans, 18 ans. Des hommes et des femmes, fleurs de l'âge, qui n'avaient pas eu le temps sans doute ni d'avancer dans la vie, ni d'être éprouvés souvent par les épreuves de la vie, mais qui pourtant, n'écoutant que leur courage, voulant répondre à l'appel de la résistance, à l'appel du général de Gaulle, à l'appel de tous celles et tous ceux qui ne pouvaient imaginer laisser notre pays et son territoire envahi et surtout laisser piétiner les valeurs de la République. C'est ça qui me marque, c'est leur jeune âge, qui doit nous servir à tous, en quelque sorte, de leçon. Et le deuxième fait qui me marque souvent, j'évoquais à l'instant le souvenir que nous avons souvent de résistants, ici ou là, c'est le fait que ces résistants n'ont pas parlé de leurs actes aussitôt après la Deuxième Guerre mondiale. Il a fallu souvent attendre plusieurs années après pour que remontent à la surface les souvenirs. Ils n'étaient pas du genre, sortis de la guerre, ayant eux-mêmes contribué par leur acte de résistance à la libération de notre pays, à s'en vanter. Ils n'étaient pas de ceux qui, même dans les repas de famille, évoquaient cette situation, sans doute parce que c'était pour eux souvent des souvenirs de déchirure, des souvenirs durs, profonds, dément présents dans leur esprit, sans doute aussi parce qu'il y avait une forme d'humilité. Et je sais qu'il y a des familles ici même, sur Barentin et même autour de chez nous, qui retrouvant ici ou là des photos couleur sépia, des médailles, des titres, se sont interrogés, ou interrogé ici leur père, là leur grand-père, là leur frère ou leur oncle, pour en savoir plus, pour connaître un peu la vérité de ce moment. Et c'est enfin qu'apparaît, depuis plusieurs années maintenant, il faut s'en féliciter, des témoignages. Et on le doit aussi à l'action des associations d'anciens combattants, qui à travers des expositions, avec le soutien souvent de l'ONAC, mènent ce travail. Mais on le doit aussi à des démarches qui se font au niveau de l'éducation nationale ou parfois au niveau associatif. Et je voudrais saluer la belle expérience que nous venons de vivre grâce à Junior Association, Elie m'excusera pour la prononciation, car ce que vous voyez devant moi, chacun arborant fièrement ce t-shirt bleu, blanc, rouge, pour beaucoup d'entre eux, ils reviennent d'un formidable voyage. C'est un voyage mémoriel. Ils ont fait ce choix depuis plusieurs mois maintenant, d'associer des plus jeunes avec des aînés de notre commune, d'aller à la rencontre des résidents des RPA, d'associer depuis le début des résidents du PAD de Barentin
pour sortir cette mémoire, pour faire remonter à la surface des souvenirs, des évocations, parfois vécues directement, parfois vécues indirectement à travers la famille, à travers les parents, les grands-parents. Et toute cette matière, ils en ont fait un ouvrage extraordinaire, une expo de qualité, et aussi ils ont été très communicatifs, très joyeux, très festifs, très prenants, très moteurs. Et ils sont partis une semaine, lundi, tous ensemble, presque en chantant, en tout cas avec beaucoup d'entrain, de bonne humeur et de joie, pour aller pourtant visiter un endroit lourd de sens. Un lieu qui est aussi un lien. Ce lieu, c'est Oradour-sur-Glane, ce petit village qui a été massacré, dont les habitants ont été massacrés par des nazis, par des SS, qui portent aujourd'hui encore les stigmates de ce massacre. C'est aussi un lien, parce qu'il permet, et à travers ce déplacement, à travers cette visite, se remémore, pense ce qui a pu se passer, ce qui peut-être, sans doute, pourrait advenir si nous ne faisons pas attention. Parce que c'est sur ce point que je voudrais terminer mon propos. On parle du souvenir, c'est ce qui nous réunit aussi. On parle sans doute aussi parfois du devoir de mémoire. Il est aujourd'hui présent, sans doute dans l'esprit d'institution, mais il est assez récent finalement. Il a fallu attendre 1972 pour entendre pour la première fois clairement exprimer le principe même du devoir de mémoire. On le doit à des écrivains, philosophes, Rondeau, M. Bézier, qui ont développé cette idée. Mais ils l'ont développée pas simplement pour se souvenir, pas simplement pour évoquer, comme des historiens pourraient le faire et le font très bien, des actes de guerre, des événements, comme on les appelle, à travers les archives, mais aussi pour rendre en quelque sorte la parole aux victimes et pour se rappeler aussi des responsabilités. Et de 70 vers les années 90 est monté à travers ce principe de devoir de mémoire non seulement le souvenir, non seulement l'hommage, mais ce que nous devons aux hommes, aux femmes victimes des actes de barbarisme, victimes de la Shoah, victimes du fait de leur origine d'enfermement, de privation de liberté et même d'extermination. Ce travail a sans doute été long, mais il a été nécessaire. Et si on peut s'interroger par rapport aux générations futures, je suis très heureux qu'aujourd'hui nous ayons fait ce choix ici même à Barentin de réunir finalement des habitants de 1 à 80 ans, qui chacun d'entre eux incarne finalement les 80 ans qui nous séparent de la libération de Barentin. Et bien pour les générations futures, et même pour nous-mêmes, il y a encore une libération qui n'est pas complètement terminée. Il y a encore un territoire qui reste à libérer. Ce territoire, c'est sans doute un continent. Le continent des esprits encore aujourd'hui infectés par des idéologies qui ont conduit au nazisme. C'est encore ce continent de mémoire qui n'a pas été libéré par la vérité des actes. C'est encore ces idées qui parfois réapparaissent, sans doute en pointillé, mais pas complètement en pointillé. Ces idéologies qui sont xénophobes, racistes, antisémites, et qui conduisent immanquablement, ou qui pourraient conduire immanquablement au même fait. Et c'est ce combat que nous devons mener, qui est celui de libérer les esprits de ces idéologies et de ces idées qui portent à ces exactions et qui ont conduit des hommes et des femmes avec beaucoup de courage, beaucoup d'honneur, eux, à défendre une autre idée et même un autre idéal, qui est celui de la République. Car je le dis, comme le disait Elie Wiesel, le bourreau tue toujours 2 fois. La deuxième fois, c'est par l'oubli. Alors je vous en conjure, n'oublions jamais.
Vive la France, vive la paix et vive la liberté. Le chant des partisans. La Marseillaise.
Diffusion de la musique Fleurs de Paris et photographie aérienne des 80 Barentinois. Mon épicier l'avait gardé dans son comptoir, le percepteur l'a conservé dans son tiroir. La fleur nouvelle dans notre espoir. Le pharmacien l'a dangoté dans un bocal. L'ex-caporal en parlait à l'ex-général. Car c'était elle, notre idéal. Une fleur de Paris. Allez, un bleu. Il y a trop de ça. Non, non, c'est un blanc là. Un deuxième tour de ça. Un blanc là. Il y a un deuxième tour de ça. Mettez-vous là. Voilà. C'est plein de chocs bleus. Non mais si. On va les tirs, on va les milieu, c'est bon. C'est là. Ça se forme un cercle. Non mais qui reste. Ah, mettez. T'en as un bleu aussi, toi? Un peu, hein. Bah en gros, a priori. Bon, attends, on va écarter un peu, c'est pas grave. On écarte un peu, même s'il y a trop de... Ça, on va faire un cercle quand même. D'accord, oui, bah oui, c'est la fabrique. On élargit un peu. Très bien. Après, vous mettez. Ça c'est bon. Plutôt sur le... Bah les lunettes, ah bah Quand t'as 8 ans? T'as 6 ans? On écarte un peu parce que là, on est sur 4 roues. On peut faire le cercle quand même, hein, c'est bon. Là, comme ça. Et écarter un peu, ça fasse un cercle dans de la place. Si vous voulez, la place pour tout le monde. je vais me repérer plus facilement. Dans l'air. Qu'est-ce qu'il faut? Voilà, on va le en l'air. Pourquoi ce soit La cérémonie est terminée. Merci à tous. les images sont bonnes. Give me your energy. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, une petite annonce. Je vous rappelle que vous pouvez descendre tous au pique-nique qui va débuter à 19 h sur le côté de la place du commandant du Boc. Bonne soirée à tous. Elle a gardé ses couleurs, bleu, blanc, rouge, avec l'espoir et la furie, de Paris. Elle a fleuri de partout. C'est la fleur du pendant 4 ans, dans l'eau cœur, elle a gardé les couleurs. Bleu, blanc, rouge, elle était vraiment avant tout fleur.
de chez nous. Ba-da-ba-ba-ba. Ba-da-ba-ba-ba. Ba-da-da-da. Ba-da. Ba-da-ba-ba-ba. Ba-da-ba-ba-ba. Ba-da-ba-ba-tam. Elle a gardé Est-ce que je vais la monter avec l'étoile et la fleur de Paris. Ah, salut Alain. Moi je suis épatée. Oh là, ça va bien? T'as vu, t'es Non mais Alain, quelqu'un de bien Alain. fait toujours des belles choses. N'est-ce pas? Non mais bien, il est bien en général. C'est pas que Facebook, c'est quelqu'un de bien. Tout court, ça suffit. Tout le monde n'est pas bien, n'est-ce pas Alain? Ouais. C'est vrai hein. Elle a gardé ses couleurs, bleu, blanc, rouge, elle était vraiment abandonnée. Fleur de chez